world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use. Helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Salut à toutes, salut à tous. Après le prologue inaugural du Tour Down Under, aujourd'hui c'est l'heure de la première étape. Ça va être le lancement un peu plus officiel, on va dire, de cette course et de la saison cycliste avec le premier peloton qui va s'élancer, les premières attaques, les premières échappées et puis une première arrivée qui devrait être au sprint aujourd'hui, même s'il y a quelques petites ascensions, la Mangler Hill qu'on va franchir à 3 reprises, mais bon, ce n'est que 2 km à 3,5%. La dernière ascension est située à 13 km de l'arrivée. Après celle-ci, il y aura un petit replat, une descente de 4-5 km et puis 5 derniers kilomètres tout plat. C'est une étape assez courte aujourd'hui, en plus seulement 120 km. Donc ça sera compliqué pour empêcher les sprinteurs d'aller se disputer la victoire, d'autant plus qu'ils sont très nombreux. À peu près toutes les équipes ont un sprinter dans leur rang. Et donc toutes vont vouloir plus ou moins ce sprint massif en espérant que ce soit leur sprinter maison qui s'impose. Mais il y aura quand même d'autres enjeux avant l'arrivée finale, puisqu'il y aura des points de la montagne à aller chercher au point de la Mangler Hills. À chaque fois 5, 3 et 2 points. Et puis il y aura aussi des secondes bonus à aller chercher dans 3 sprints intermédiaires. À chaque fois, il y aura 3, 2 et 1 seconde à prendre. On verra si ce sera pour les échappés ou pour les membres du peloton, comme les écarts sont infimes. Après le premier prologue d'hier, il y a des coureurs qui voudraient peut-être aller récupérer quelques secondes qu'ils ont perdues. D'autres, au contraire, augmenter leur avance. On verra s'il sera une influence ou si ça sera pour les échappés. Le premier sprint intermédiaire, il est situé seulement après 10 km du départ. Donc peut-être que le peloton va au moins rouler jusque-là. Et un coureur comme Jonathan Narvaez notamment pourrait aller tenter de chercher des petites secondes en plus. Il y aura aussi 10 secondes à aller chercher à l'arrivée, 10, 6 et 4 pour les vainqueurs. Mais là, ça ne sera pas pour les coureurs du classement général, ça sera pour les sprinteurs. Ils sont nombreux. Le grand favori du jour, c'est Sam Welsford, le coureur qui ne gagne que sur ce Tour Down Under. 3 victoires l'an passé, 3 victoires il y a 2 ans. Cette année, il n'y a que 3 sprints. Donc, est-ce qu'il va encore rafler 3 victoires ? Ça serait évidemment une sacrée performance qui, par contre, tout le reste de l'année, une fois qu'il quitte l'Australie, il ne fait plus rien ou presque. Est-ce qu'il va encore réussir à performer après son changement d'équipe ? Il a quitté la Red Bull pour rejoindre l'Ineos Grenadier, mais il a Sam Watson, le leader du classement général avec lui. Il a aussi Ben Swift pour l'amener, donc Sam Welsford sera clairement l'homme à surveiller, mais il aura des beaux adversaires. Le premier d'entre eux, c'est le jeune coureur de la Visma Isomac, Matthew Brennan, dont on attend beaucoup cette saison. Et sur ce Tour Down Under en particulier, il pourrait vraiment lui mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a plein d'autres sprinteurs. On a Juan Sebastian Molano qui est là pour la Team Emirates, Jensen Ploreit pour l'Alpecin, Tobias Lund Andresen pour la Decathlon, Luke Lamperti pour l'IF. On a le jeune néo-zélandais Lewis Bauer qui sera certainement le sprinter attitré du côté de la Groupama FDJ. Tim Teutenberg pour la Lidl Trek, un jeune Australien pour la Lotto Intermarché en la personne de Matthew Fox. On a un trio carrément pour la NSN, Jake Stewart, Corbin Strong, Ethan Vernon. Attention à ce trio. S'ils arrivent à bien s'entendre et avoir un leader clair qui serait peut-être Corbin Strong, ça pourrait faire mal. On a Danny Van Poppel pour la Red Bull Bora Hansgrohe avec Jarand Driesners pour l'amener. On a Alberto Dainese pour la Soudal Quickstep. Casper Van Hunden pour la Picnic. PostNL, on a Eric Ressel pour l'UNO-X. Ou encore Michael Zilliard pour la Tudor. Ça en fait des potentiels candidats à la victoire aujourd'hui pour être le premier vainqueur d'une course en ligne de la saison et d'une étape sur une course World Tour. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre zéro de cette première étape du Tour Down Under. Ça y est, la saison cycliste officiellement, définitivement lancée. Et le premier attaquant, forcément, c'est un coureur de l'UNO-X.
Cette équipe qui est promue au niveau World Tour cette année. Ils étaient au niveau Pro Tour la saison passée. Ils ont été promus tout comme la NSN Cycling Team. Et Noix, un coureur qui est parti, il est finalement accompagné d'un coureur de la Groupama FDJ. Tiens, c'est Guillaume Martin qui est sorti. Lui qui s'est raté sur le prologue hier, il s'est dit qu'allez chercher des petites secondes pour reprendre du temps. Il est accompagné donc par un coureur de l'Uno-X, c'est Martin Urianstad. Voilà les deux premiers attaquants du jour. Martin Urianstad, suivi par Guillaume Martin. C'est bien joué de la part de Martin. S'il arrive juste à prendre les 3 secondes là au premier sprint intermédiaire, peut-être ensuite il se relève ou alors il va aller chercher peut-être le maillot de meilleur grimpeur s'il se dit que le classement général ça sera trop dur. Un maillot distinctif sur une étape pour le tour. Sur une course par étape pour le tour, c'est pas anodin. En tout cas, il est parti là avec Martin Urianstad, 2 coureurs. Étonnamment, on ne voit pas de coureurs de l'équipe nationale australienne qui sont sortis. Là, on a un 3e coureur qui sort un petit peu à contre-temps. C'est un coureur de la Tudor. Et il semblerait que ce soit Michael Zilliard, qui est le sprinter de cette équipe pourtant. Du côté de la Tudor, qui tente de sortir. Probablement déçu de sa performance d'hier, seulement 7e, il me semble, sur l'étape, sur le prologue. Il tente de sortir, il en chasse patate derrière les 2 hommes de tête, Guillaume Martin, Martin Urianstad, qui ont déjà pris une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Un peloton qui fait bloc, qui a laissé partir ces 3 hommes. Michael Zilliard, qui est évidemment un très bon rouleur, qui va réussir à rentrer assez rapidement sur Guillaume Martin et Martin Urianstad. On va peut-être avoir un trio, là, une échappée qui s'est fait très rapidement. 100 coureurs donc de la petite équipe australienne. Tous ces coureurs qui évoluent pour la plupart au niveau continental, en 3e division. Et qui en général se battent pour le maillot de meilleur grimpeur. Là, on les a pas vus, ils n'ont pas attaqué. Très étonnant. Et non, c'est pas Michael Zilliard là-bas, voilà. C'est étonnant. C'est étonnant quand même de voir le sprinter maison sortir. Mais entre le 181 et le 187, on se trompe assez facilement. Et c'était le 181, à savoir Marco Brenner, l'Allemand de la Tudor, qui est sorti. Et on le voit à l'instant rejoindre les 2 hommes de tête. Officiellement, un trio. À l'avant, on est parti depuis 1 km 500, ça roule vite. Et les 3 hommes de tête ont déjà 23 secondes d'avance sur un peloton qui laisse partir et personne d'autre qui n'a tenté de sortir pour l'instant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font la Team Emirates qui finalement a décidé de s'énerver d'un coup. Ils ont mis 3 coureurs en tête du peloton, ils se sont mis à rouler comme des malades. Et là, ils sont en train de revenir sur les 3 hommes de tête qui avaient 25 secondes d'avance. Il n'y en a plus que 5 qui vont revenir. Clairement, le sprint intermédiaire là qui est dans 5 km seulement les intéresse pour Jonathan Narvaez probablement. Et du coup, ils sont revenus d'un coup, là, ils ont accéléré. Et les 3 hommes de tête, ça y est, ils sont pris, ils sont repris, ils sont avalés, alors qu'on pensait que ça allait se faire comme ça, tout tranquillement. C'était sans compter sur l'insatiable Team Emirates qui veut tout contrôler, tout gagner. C'est l'équipe patronne, bien sûr, du peloton. Et qui, dès la première course, prend les choses aux mains. C'est pas pour Juan Sebastián Molano, qui n'est pas le meilleur sprinter du peloton, ou pour la victoire d'étape. C'est très certainement pour ce sprint intermédiaire et pour les 3 petites secondes qu'il y a à prendre. Ils ne voulaient pas les laisser à Guillaume Martin et surtout, ils veulent les donner à Jonathan Narvaez. On va voir si ça va être payant. Le petit sprint, là, il sera dans 5 km. Allez, 1 km de ce sprint intermédiaire et la Team Emirates qui n'a pas relâché son effort, qui mène toujours ce peloton. Mais il y a d'autres équipes qui sont aux avant-postes. On voit la Red Bull, on va peut-être travailler pour Laurent Spiti, qui n'est que 3e au classement général, à seulement 3 secondes du leader. On a aussi l'Ineos, qui est bien placé. Mais pour l'instant, c'est Molano qui mène Jonathan Narvaez. C'est parti, qui lance le sprint. Il a un coureur de la Tudor dans sa roue. Il n'y a personne qui se bat vraiment. Ouais, Narvaez qui va prendre les 3 secondes. Juan Sebastián Molano qui a mené Jonathan Narvaez, qui l'a ensuite dépassé. Et personne ne s'est complètement livré au final pour aller chercher l'Équatorien qui prend 3 secondes. Et les autres n'ont pas voulu ou pas pu tout simplement rattraper le train. Le véritable train mis par la Team Emirates. On va voir qui fait 2e. Je crois bien que c'est un coureur de la Tudor qui allait chercher la 2e place. Cette fois-ci, c'est bel et bien Michael Zilliard qui était là et qui prend 2 secondes. Lui aussi, il est bien classé au classement général. Il n'a que 6 secondes de retard sur le leader Sam Watson. Et c'est Juan Sebastián Molano, a priori, qui a continué son effort et qui vient prendre la 3e place et une petite seconde. Et puis, alors, ça va peut-être se caler maintenant. En tout cas, ça va permettre peut-être une échappée de se former parce que là, il y aura un second sprint intermédiaire, mais il aura lieu dans 60 km. Donc là, la Team Emirates, ils ne vont pas rouler comme des malades jusque-là. D'ailleurs, il y a un coureur, c'est Martin Urianstad. Voilà. C'était le premier attaquant du jour, c'était même le premier attaquant de la saison, tout simplement. Ça n'a pas du tout marché parce que la Team Emirates voulait faire ce sprint. Il y retente, il est ressorti, le coureur de l'Uno-X. Cette formidable équipe de baroudeurs. Martin Urianstad, c'était sa mission aujourd'hui, il la retente. Pour l'instant, il n'y a personne qui le suit.
Pas de Guillaume Martin dans sa roue. Royenstad est sorti tout seul. Eh bien finalement, si, il y retourne aussi Guillaume Martin. Sauf que cette fois-ci, il y va pas tout seul, il y va avec un autre coureur de la Groupama FDJ, c'est Enzo Paleni, qui tente de l'amener et de le ramener sur Martin Royenstad. Un duo là pour la Groupama FDJ qui est sorti pour revenir sur le Norvégien. Il manque plus que Marco Brenner et on aurait les trois mêmes. Avec en plus Enzo Paleni. Deux coureurs là, de la Groupama FDJ. C'est pas mal joué. Et on a enfin, ça y est, aussi dans le peloton. Mais c'est un petit peu tard là, parce que Martin Royenstad, il a déjà 55 secondes d'avance. Il a vite creusé parce que là, le peloton s'est définitivement relevé. Et il sort avec un petit peu de temps de retard. Ce coureur pour l'équipe nationale australienne, c'est Matthew Greenwood, jeune coureur de 22 ans. Et qui là va devoir faire un sacré effort. S'il veut revenir sur l'homme de tête, il y a déjà un gros effort à faire pour Enzo Paleni et Guillaume Martin qui ont 20 secondes de retard sur Martin Royenstad, pour qui ce serait plutôt judicieux de les attendre. Attendre Matthew Greenwood, par contre, ça paraît un petit peu plus complexe parce qu'il vient juste de sortir du peloton. Donc, il va falloir qu'il cravache tout seul, l'Australien, s'il veut faire partie de l'échappée du jour et représenter son équipe. Tout pile, 100 km de l'arrivée désormais. Guillaume Martin et Enzo Paleni ont réussi à rejoindre Martin Royenstad qui les a très clairement attendus. 3 coureurs en tête et peut-être 4, mais il va falloir être patient. Parce que là, par contre, on n'attend pas Matthew Greenwood et il bataille. Il a encore une trentaine de secondes de retard sur les 3 hommes de tête. Le peloton, par contre, lui, s'est joliment relevé. 2 minutes et 7 secondes de retard pour le peloton sur le trio à l'avant. Après le faux départ là, des tout premiers kilomètres pour Martin Royenstad et Guillaume Martin qui ont été très vite repris. Le deuxième coup aurait été le bon et c'est Enzo Paleni qui fait la bonne affaire et qui les accompagne également. 2 Français et un Norvégien dans cette échappée et peut-être un Australien, mais c'est pas sûr parce que Matthew Greenwood, seul face à 3, il plafonne un peu. L'écart était de 40 secondes, 30 secondes là, mais ça diminue très très doucement. Je ne suis pas sûr qu'il parvienne à rentrer et à faire partie de l'échappée du jour. Alors que derrière le peloton, ça y est, commence à s'organiser et c'est la Visma Lease Bike et l'Ineos Grenadier qui sont aux avant-postes et qui commencent à rouler dans un peloton très étiré qui, ça y est, se met à rouler. L'écart qui ne devrait pas de beaucoup dépasser les 2 minutes a priori. Ah, le voilà, la première chute de l'année. Un petit accrochage sur le côté. Quoique c'est à l'air un peu plus grave que prévu pour certains. Là, c'est un coureur de la Bahrain Victorious qui reste allongé sur le sol. Il a Oliver Stockwell, un de ses équipiers à côté de lui. J'ai pas vu quel coureur de la Bahrain Victorious était resté sur le sol, mais il y a eu au moins une dizaine de coureurs qui ont été retardés, accrochés, qui ont dû poser pied à terre. Mais le coureur de la Bahrain, lui, il est carrément tombé. Et là, il est allongé sur le côté. Ça pourrait bien être la première chute grave, le premier abandon, la première blessure de la saison déjà. C'est dur de commencer la saison comme ça. On a vu Michael Lennard de l'IF avec son maillot de meilleur jeune sur les épaules. Il y avait Pietro Matteo, un jeune Italien de la Visma Lease Bike qui avait été aussi pris dans cette chute. Tous ces coureurs sont repartis. Il n'y a que le coureur de la Bahrain Victorious qui est resté sur le carreau. Et alors que pour l'instant, Matthew Greenwood, ça fait 15 km. 15 km qu'il est bloqué derrière les 3 coureurs de tête. Il n'a plus que 15 secondes de retard, mais il n'arrive pas à les boucher ces 15 secondes. Et de manière un petit peu cruelle, les 3 hommes de devant ne l'attendent pas, alors qu'ils pourraient. Là, ils ont quasiment 3 minutes d'avance sur le peloton. Finalement, l'écart qui est un petit peu remonté, peut-être aussi à cause de cette chute. Un peloton toujours mené par la Visma Lease Bike, évidemment, de Matthew Brennan et par l'Ineos Grenadier de Sam Welsford, les 2 grands favoris du jour. Mais pour l'instant, malgré cet écart qui est minime désormais entre les 3 hommes de tête et Matthew Greenwood, ils ne l'attendent pas. Et l'Australien, là, il doit être très très frustré de ne pas réussir à combler cet écart. Il les voit devant, ça fait 15 km qu'il les voit, mais il ne peut pas les rejoindre pour l'instant. Si jamais il réussit à les rejoindre, je pense qu'il va passer au moins 50 km sans passer à relais. À la fois parce qu'il sera fatigué et à la fois parce qu'il sera vexé que les 3 coureurs de devant, qui sont en plus 3 coureurs professionnels de niveau World Tour, n'aient pas attendu ce coureur plus modeste d'une équipe continentale pour les rejoindre. Que c'est dur et que c'est cruel pour Matthew Greenwood, mais finalement il se relève. Il n'aura pas réussi. On est à 78 km de l'arrivée, ça fait donc tout pile 22 km qu'il est juste derrière les 3 hommes de tête, mais qui n'a pas réussi à boucher les 30, 20. Il a eu jusqu'à 13 secondes de retard seulement, mais les 3 professionnels de devant ne l'ont pas attendu et Matthew Greenwood se relève. Il doit être très très déçu. Sacré apprentissage aujourd'hui pour Matthew Greenwood. Il sait qu'il n'aura pas beaucoup, peut-être dans sa carrière même, des occasions d'être dans une échappée à l'avant sur une course World Tour. Malheureusement, ça ne sera pas le cas aujourd'hui pour lui. Il ne va pas non plus pouvoir se battre pour les poids de la montagne, qui aurait pu être un objectif pour cette équipe nationale australienne.
L'an passé, c'était un coureur d'ailleurs de cette équipe qui avait remporté le maillot de meilleur grimpeur. On se rappelle de Fergus Browning qui prenait toutes les échappées et qui du coup prenait beaucoup de points dans la montagne. Il avait remporté le maillot à la fin. Ça ne sera pas le même destin a priori pour Matthew Greenwood qui se relève et va tranquillement désormais attendre le peloton. Les échappés, eux, Guillaume Martin, Enzo Paleni et Martin Urianstad ne sont plus qu'à 2 km du sommet de la première difficulté. D'ailleurs, cette difficulté ne fait que 2 km. Donc, en fait, ils seront au pied de la difficulté. 2 km à 3,4%. Il y aura 5 points à prendre pour celui qui passe en tête, 3 pour le second et 2 pour le troisième. Allez, on arrive à ce sommet. Pour l'instant, c'est Martin Urianstad qui est en tête devant les 2 coureurs de la Groupama FDJ. Et ils ne se battent pas. Martin Urianstad qui va aller prendre les 5 points. Enzo Paleni passe en deuxième position, Guillaume Martin en troisième. Et c'est assez étonnant. Ils ne se sont pas battus. Et donc, ça veut dire que les 2 coureurs là, de la Groupama FDJ ne sont pas à l'avant pour les points de la montagne. Alors du coup, pourquoi ils sont à l'avant ? Ça, c'est une bonne question. Alors ça doit être du coup pour les sprints intermédiaires encore. Il en reste 2, soit 2 fois 3 secondes, 6 secondes à prendre. Alors je pense que c'est à peu près sûr. Le prochain sprint intermédiaire qui aura lieu dans une trentaine de kilomètres, ça sera pour eux. Plus compliqué peut-être pour le second qui n'est qu'à 20 km de l'arrivée. Aller chercher les petites secondes. En tout cas, ils se sont peut-être mis d'accord comme ça. Ils ont dit à Martin Urianstad, on te laisse les points de la montagne et tu nous laisses les secondes des sprints intermédiaires. C'est possible. Et c'est tout bénef pour Martin Urianstad qui prend donc 5 points. Il reste encore 2 ascensions de la Mangler Hills. Donc 2 fois 5 points à prendre. On verra si Urianstad sera le meilleur grimpeur de ce Tour Down Under ce soir. Mais c'est a priori bien parti puisque Guillaume Martin et Enzo Paleni ne lui ont pas disputé les points lors de cette première ascension. 64 km de l'arrivée. Guillaume Martin, Enzo Paleni et Martin Urianstad ont 2 minutes et 20 secondes d'avance sur un peloton toujours mené par l'Ineos et la Visma Lease Back. La situation est désormais figée. Matthew Greenwood a été repris par le peloton. On est environ à une dizaine de kilomètres du prochain sprint intermédiaire qui sera pour les échappés, ça c'est sûr. On a le temps de faire notre premier focus de la saison et on va le faire honneur au premier attaquant de l'année, Martin Urianstad. Même si, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur la carrière de Martin Urianstad. Formé à l'Uno-X, il y a passé toute sa carrière. Il a 26 ans. Ça va être la 7e saison professionnelle qu'il fait du côté de l'Uno-X. Et il n'a jamais gagné dans sa carrière et même jamais fait de résultats marquants. 4e du classement général du Tour d'Estonie, si vous voulez. Il a quand même fait 9e d'une étape, si sur le Critérium du Dauphiné. Voilà, un résultat au World Tour peut-être le plus marquant. Mais même hors World Tour, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'an passé, il n'a pas fait le moindre top 30 sur une course. Pas même une seule fois parmi les 30 premiers d'une course l'an passé pour Martin Urianstad. Donc voilà, on est sur un coureur assez discret, un domestique, qui n'a jamais participé au moindre grand tour, mais qui a participé à 4 monuments dans sa carrière. 2 fois Liège-Bastogne-Liège, 1 fois le Tour de Lombardie, 1 fois le Tour des Flandres. Il n'en a terminé qu'1 sur 4, Liège-Bastogne-Liège, qu'il avait terminé en 104e position. Donc voilà, c'est à peu près tout. Martin Urianstad, un puncher-sprinter qui toutefois pourrait faire un beau coup s'il venait à remporter dès ce soir le maillot de meilleur grimpeur, et ça pourrait être sa mission pour les 4 jours de course qu'il y aura derrière, défendre ce maillot de meilleur grimpeur. Et si jamais il venait par le remporter au final, ça serait tout simplement la plus belle victoire entre guillemets, car ce ne serait pas une victoire mais un maillot remporté de sa carrière. En suivant ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent vu dans ces courses par étapes d'une semaine. Celui qui prend le maillot de meilleur grimpeur dès la première étape, et on lui laisse un petit peu le champ libre pour accumuler les points dans les étapes suivantes. On risque de le voir pas mal, Martin Urianstad, coureur qui a une carrière très modeste jusqu'à présent, mais qu'on a plaisir à découvrir aujourd'hui. You open the fridge, there's nothing there. So what's it gonna be? Greasy pizza? Sad drive-thru burgers? Dish by Blue Apron is for nights like that. These are the pre-made meals of your dreams. At least 20 grams of protein, no artificial flavors or colors, no chopping, no cleanup, no guilt. Keep the flavor. Ditch the subscription. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. On va arriver à ce deuxième sprint intermédiaire, 53 km de l'arrivée. Les 3 hommes de tête qui vont prendre les secondes bonifs. Il n'y aura pas de bataille dans le peloton. Ils ont encore 1 minute et 50 secondes d'avance sur le peloton. Il n'y a donc pas de souci. Et on va voir s'il y a bel et bien eu une entente entre ces 3 coureurs ou si ça va sprinter. Mais à mon avis, ça ne sprintera pas.
Pour l'instant, c'est Guillaume Martin qui mène avec Enzo Palini dans sa roue et Martin Urienstad en 3e position. Et à mon avis, ça va rester comme ça jusqu'à la ligne. Guillaume Martin qui a déjà 28 secondes de retard sur Sam Watson et donc 24 sur Jay Vine. Voilà, il passe la ligne en tête. Il n'a plus que 21 secondes de retard sur Jay Vine. C'est pour ça qu'il est devant pour corriger un petit peu tout le temps perdu hier dans un chrono qui, tout au long de sa carrière, aurait été un grave problème pour Guillaume Martin. Il aurait très certainement eu des résultats encore plus probants s'il avait été un bon chronomane, mais c'est pas le cas. Et du coup, aujourd'hui, il se fatigue à l'avant aussi. Ça risque de coûter dans les jours prochains. Il gagne 6 secondes, mais est-ce qu'il va pas en perdre beaucoup plus s'il est fatigué lors de l'étape Rennes samedi? En tout cas, il tente. Et c'est déjà pas mal. Guillaume Martin qui passe donc en tête de ce sprint intermédiaire devant Paleni et Urienstad. Désormais, une petite dizaine de kilomètres, même pas, 8 kilomètres, et on sera au sommet de la Manglersiel. Et là, ça devrait être Martin Urienstad qui, là aussi, sans se battre, devrait passer en tête et prendre les points pour le classement de la montagne. Le sommet de la Manglersiel pour la 2e fois. Martin Urienstad qui, à l'instant, prend la tête de ce trio et il va aller prendre 5 points et sera officiellement le meilleur grimpeur ce soir, même si il n'est pas présent. Il ne prend aucun point lors de la 3e et dernière ascension avec 10 points. Il ne pourra pas être rattrapé, sauf par un de ses compagnons d'échappée. Si jamais Enzo Paleni prend... Ah bah non, c'est Guillaume Martin là, qui est passé en 2e position. Donc Paleni et Guillaume Martin ont tous les deux 5 points. Urienstad en a 10, mais il est passé 2 fois au sommet d'une difficulté. Donc quoi qu'il arrive, Martin Urienstad sera le meilleur grimpeur de Tour Down Under ce soir. L'écart, toujours autour de 1 minute 50. Pour les 3 hommes de tête, on est à 45 km de l'arrivée. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir au moins jusqu'au 3e et dernier sprint intermédiaire? Pour Guillaume Martin, prendre 3 secondes de plus, ça serait important pour ne pas que ce soit une journée pour pas grand-chose. Il va falloir qu'ils tiennent encore 25 km s'ils veulent passer ce sprint intermédiaire avant le peloton. Ah, et là, il y a encore une chute. Ah, c'est encore une chute assez grave là pour un coureur. Cette fois-ci, ça doit être un coureur de la Tudor. Il est caché dans les arbres, on le voit pas très bien. Il me semble bien que c'est un coureur de la Tudor. Et il a encore là, comme le coureur de la Bahrain Victorieuse tout à l'heure, dont on ne sait toujours pas qui c'est d'ailleurs, j'ai pas eu son identité. Là, il y a les médecins qui s'affairent autour de lui. Il est tombé tout seul a priori. Lui, il a pris le bas-côté et il est tombé dans la poussière. J'espère qu'il s'est pas pris un arbre. Mais voilà, ça nous rappelle dès la première étape que ce sport est extrêmement dangereux, qu'il faut être courageux pour faire ce qu'ils font et que les chutes sont inévitables. Ça fait toujours partie de la vie malheureusement d'un cycliste. Et là, le coureur de la Tudor l'a fait la meilleure expérience. Il est vraiment tombé tout seul. Il a juste pris un tout petit peu le bas-côté et il a glissé dans la poussière. Et ensuite, il a fait une chute assez violente pour ce coureur. On espère que ça va aller, mais ça pourrait bien être aussi l'abandon pour lui. Ça va être bon pour les échappés qui arrivent au 3e et dernier sprint intermédiaire. Ils ont encore 1 minute et 8 secondes d'avance sur le peloton. Guillaume Martin qui mène devant Urienstad et Enzo Paleni. Et Guillaume Martin qui reprend 3 secondes. Encore, il passe en tête. Voilà, il avait 24 secondes de retard sur Jevan. Il n'en a plus que 18. Et immédiatement, il fait un petit signe de la main. Enfin, c'est plutôt Enzo Paleni qui fait un petit signe de la main à Guillaume Martin pour lui dire « Ciao, va te reposer maintenant ». Retourne dans le peloton et Guillaume Martin qui se laisse distancer. Par contre, Martin Urienstad et Enzo Paleni, eux, continuent leur effort. Enzo Paleni, c'est un très bon rouleur en plus. Donc, il va tenter sa chance jusqu'au bout. Espérer un petit miracle, quand même, pour aller empêcher les sprinteurs de revenir. Mais voilà, Guillaume Martin n'insiste pas. Il était venu aujourd'hui à l'avant pour ça, pour des secondes bonif. Et écoute, 6 sur 9, c'est plutôt pas mal. Enzo Paleni et Martin Urienstad continuent et vont espérer tenir le peloton à distance pendant encore 21 km avant l'arrivée. Martin Urienstad qui se bat comme un beau diable avec Enzo Paleni pour ne pas se faire reprendre par le peloton juste avant l'arrivée au sommet pour la 3e fois de la Manglersiel. Il y a 5 derniers points à prendre et le peloton n'est plus que 12 secondes derrière. Donc là, c'est vraiment tendu. Ils se retournent, ils voient la masse du peloton revenir sur eux. Mais le peloton qui n'est pas à fond, puisque on est dans cette ascension et chaque équipe ne veut pas fatiguer son sprinter, donc il ne roule pas à toute berzingue, comme on disait avant. Et ça va être bon, ouais, c'est bon. Martin Urienstad qui passe en tête à l'instant, juste devant Enzo Paleni. Le peloton est 10 secondes derrière. On est à 13 km de l'arrivée. L'aventure pour les hommes de devant est bientôt terminée. Et les trains de sprinters vont très bientôt se mettre en place. Ils sont d'ailleurs déjà plus ou moins en place. On voit les lignes là de coureurs des équipes. On voit la ligne de l'Ineos, de la Visma,
de la Décathlon. Plein d'équipes qui commencent à se mettre en place pour le sprint qui va conclure cette première étape du Tour Down Under. Enzo Paleni qui a poursuivi son effort. Martin Urienstad s'est garé immédiatement après avoir pris les points au sommet. Enzo Paleni, il a continué, mais là c'est fini. 7 km de l'arrivée, Enzo Paleni, qui était le dernier survivant, vient d'être repris à l'instant par le peloton. Ça y est, il est avalé par la masse. Et le sprint qui va pouvoir tranquillement se dérouler. Attention, ça va être très tendu. C'est le premier sprint de la saison. Il y a beaucoup d'équipes qui ont un sprinter. Attention à la nervosité. Et à ne pas chuter, même si la ligne droite, la finale est toute droite, très large. Il y a de la place pour tout le monde normalement. Mais attention, ça risque de frotter un peu. On espère ne pas avoir une chute dans ce final qui s'annonce tendu. 3 km de l'arrivée. Et la tension est clairement palpable là. Ça se frotte, ça se bat pour avoir la roue de son poisson pilote. On voit la Team Be Smile the Bike de Mathieu Brennan qui est parfaitement placé avec 4 coureurs. L'Alpecin Première Tech qui est aussi pas mal pour mener Jenson Plowright. L'Uno-X qui tente de remonter Eric Ressel. On a la Red Bull Bora-Hansgrohe aussi qui se replace pour Danny Van Poppel qui devrait être le sprinter avec Laurent Spitty pour l'emmener. La Décathlon qui tente de remonter Tobias Lund Andresen. Juan Sebastian Molano est lui tout seul. Il tente de prendre la bonne roue. Allez, l'Ineos, qu'on voyait pas trop, qui ça y est, s'est fait enfin un espace pour remonter Sam Welsford, évidemment. 1 km 800 désormais de l'arrivée. Un virage sur la droite qui est pris en tête par les coureurs de l'Ineos. Voilà, là, il y a un Alpecin Première Tech là, qui est passé par le trottoir. C'était chaud, mais c'est passé. La Visma is the Bike qui est un petit peu reculé là, suite à ce virage. C'est l'Ineos Grenadier qui vraiment a jailli au bon moment. Au moment où on passe la flamme rouge, là, ce sont eux qui sont en tête. Samuel Watson, le leader du classement général qui est désormais en poisson pilote pour Sam Welsford. Et il leur manque juste un coureur là, ils sont plus que 2 du côté de la Ineos. Et du coup, c'est l'XDS Astana qui est en train de remonter un coureur. Qui est-ce qui va sprinter pour Astana? Peut-être Aaron Gate. La NSN aussi bien placée, qui est en train de lancer son sprint de très loin. Et c'est finalement la Décathlon qui est la mieux placée. Là, d'un seul coup, ils ont 2 coureurs à l'avant. Tord Gubenstein qui lance Tobias Lund Andresen. C'est parti pour Lund Andresen qui est donc le premier à lancer. Il a Danny Van Poppel dans sa roue. Mathieu Brennan qui tente de remonter. Et Sam Welsford qui remonte, mais ça devrait être pour la Décathlon. Et pour Lund Andresen, c'est Tobias Lund Andresen pour la Décathlon CMA CGM. Ouais, il est fou de joie. Mais alors, il est fou de joie. Sam Welsford qui remontait, il doit finir pas loin. Il doit prendre la 2e place, Sam Welsford, mais il était un tout petit peu bloqué. Ils se sont retrouvés à 2 trop tôt, en fait, l'Ineos. Ils étaient bien placés, mais il n'y avait plus que Sam Watson pour lancer Sam Welsford. Et du coup, ils ont dû un petit peu ralentir, en fait, pour ne pas partir de trop loin. Comme l'a fait le coureur de la NSN, qui lui est parti de beaucoup trop loin. Alors que Lund Andresen, lui, il avait encore Goodmatchstat au meilleur moment pour le lancer. À quoi 300 mètres de la ligne. Et puis à 100-150 mètres, Lund Andresen lui est parti tout seul. Et ça revenait, ça revenait pour Van Poppel, ça revenait pour Brennan. Et puis ça revenait pour Welsford. Mais je pense que ces 3 coureurs font 2, 3 et 4. La victoire surprise quand même du Danois Tobias Lund Andresen pour l'équipe française de la Décathlon qui lance sa nouvelle ère. Son ère de nouveau riche. Une équipe beaucoup plus internationale qui l'an passé s'était souvent raté sous les sprints avec Hassan Bennett qui n'a jamais été au niveau. Tobias Lund Andresen, la nouvelle recrue, qui s'impose, alors que dans cette équipe, il y a désormais Olaf Koy, qui fait partie de la Décathlon. Donc Lund Andresen, c'est pas le sprinter numéro 1. Malgré tout, c'est lui qui remporte cette étape pour le Tour. Et on revoit le ralenti où Sam Watson se retourne là et il attend Sam Welsford parce qu'il ne peut pas partir des 500 mètres, c'est trop loin. Et c'est le moment où Tord Gubenstein fait un travail incroyable. Vraiment le travail de lanceur de Gubenstein qui est parfait pour lancer Lund Andresen. Il a Van Poppel dans la roue. Sam Welsford qui est un petit peu bloqué. Il ne peut pas passer dans les barrières. Sam Welsford, il vient faire 2e. Brennan qui vient faire 3e. Van Poppel qui termine 4e. Sam Welsford, s'il avait eu un tout petit peu plus d'espace dans les barrières, je pense qu'il aurait quand même sauté Lund Andresen. Mais Lund Andresen a gardé sa ligne, pas de souci. Mais il n'y avait pas la place pour Welsford et quand il y a eu la place, c'était trop tard. Pour une demi-roue, c'est Lund Andresen qui s'impose. Ce n'est que la 8e victoire de sa carrière pour Tobias Lund Andresen et c'est la première au niveau World Tour. Il le fait au meilleur moment possible, juste en rejoignant sa nouvelle équipe, lui qui courait auparavant
pour la Picnic PostNL, qui décidément, le Picnic PostNL, petite parenthèse, il doit être un petit peu frustré de ce début de saison, puisque l'an passé, ils ont vécu une saison terrible, avec seulement 4 victoires pour toute leur équipe tout au cours de la saison. Et là, depuis le début de saison, il y a 2 de leurs anciens coureurs qui ont déjà remporté une étape. Tobias Lund Andresen, donc sur ce Tour Down Under, et puis il y a aussi Patrick Eddy, qui a été élu, qui a remporté plutôt les championnats d'Australie, la course en ligne. Donc 2 coureurs qui partent et qui remportent des courses dès qu'ils s'en vont de la Picnic PostNL, alors que l'an passé, c'était quasiment impossible pour eux de gagner la moindre étape. C'est un peu dur, parce qu'aujourd'hui, il roule pour la Decathlon CMA CGM, le Danois Tobias Lund Andresen, et il apporte donc une victoire à cette équipe française. Il devance finalement Mathieu Brennan, qui au jeté de vélo a pris le meilleur sur Sam Welsford, qui fait 3e, Danny Van Poppel 4e, la suite du top 10, avec Ethan Vernon pour la NSN, Liam Walsh, le sprinter de l'équipe nationale australienne, là, qui fait une belle 6e place, devant Lionel Tamigno pour la Lotto Intermarché, Casper Van Hunden pour la Picnic PostNL, Tim Thorn Tuttenberg et Luc Lamperti complètent le top 10. Et puis à noter que Tord Goodmestad, qui a parfaitement lancé Tobias Lund Andresen, vraiment du beau boulot. Il a quand même été relégué. Il a fini 13e, il est finalement relégué à la 154e place. J'ai pas vu de mouvement répréhensible. Par contre, il a un petit peu levé les bras quand Tobias Lund Andresen a gagné. Et ça, c'est désormais interdit de célébrer la victoire de son coéquipier quand on est encore au plein centre du peloton. Et c'est certainement pour ça qu'il a été relégué. Et puis quelques coureurs, 4 coureurs ont perdu quelques secondes dans le final. Le dernier du jour, c'est Tim Marsman, coureur de l'Alpecin Première Tech, qui termine dernier à 56 secondes. Donc là, vraiment, il n'y avait pas d'écart. Le peloton était quasiment au complet. Et puis voilà, 2 coureurs ont chuté. Les 2 coureurs ont bel et bien abandonné. C'est le Hollandais Max van der Molen pour la Bahrain Victorious et l'Allemand Marius Mayhofer pour la Tudor Pro Cycling Team. Ces 2 coureurs ont lourdement chuté et sont donc les 2 premiers abandons de ce Tour Down Under, les 2 premières chutes et blessures de la saison, malheureusement pour eux. Au classement général, Tobias Lund Andresen, il avait fait un bon chrono. Hier sur le prologue, il avait terminé à 9 secondes de Samuel Watson. Et du coup, avec les 10 secondes de Bonif qu'il prend aujourd'hui grâce à sa victoire, c'est lui qui est le nouveau leader de ce Tour Down Under. Il a 1 seconde d'avance sur Samuel Watson et 2 sur Ethan Vernon. Au classement par points, là aussi, il prend la tête de ce classement devant Mathieu Brennan et Sam Welsford. Enfin, au classement de la montagne, Martin Ouriestad qui est passé en tête des 3 difficultés de la journée et le leader de ce classement avec 15 points devant ses compagnons d'échappée Enzo Paleni et Guillaume Martin. Au classement du meilleur jeune, c'est bien sûr Mathieu Brennan, 2e aujourd'hui, qui désormais s'empare de ce maillot. Il a 4 secondes d'avance sur Michael Lennard et Andrea Raccani. Demain, c'est la 2e étape et ça sera compliqué. Pour les sprinteurs, ça sera même probablement impossible. Il y a 3 ascensions, une dès le début de 10 km à 4%, mais il y a la montée de Corkscrew qu'on va passer à 2 reprises, 3,6 km à près de 7% de moyenne. En plus, ça continue de monter après l'ascension de Corkscrew sur des pourcentages à peu près similaires. Donc là, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir passer. Peut-être que Mathieu Brennan sera capable de suivre les leaders du classement général qui vont s'affronter probablement dans cette ascension de Corkscrew. Ça sera à suivre. Mais sinon, il est fort probable que les Lund Andresen, les Welsford ou les Van Poppel soient distancés dans cette ascension si, bien sûr, les coureurs du classement général décident d'accélérer le rythme. On verra ça devrait être les premiers affrontements entre ces coureurs. Et puis pour les échappés, c'est une étape donc très vallonnée et ça pourrait aussi peut-être faciliter l'aventure d'un baroudeur pour aller chercher une victoire. On verra ça sera en tout cas une étape très intéressante. Ça sera la 2e de ce Tour Down Under après le prologue qui ne compte pas comme une étape. Il est 5h du matin. Ici en France, il est donc temps d'aller se coucher avant de recommencer pour la nuit prochaine pour suivre cette course aux antipodes. Salut à tous, salut à toutes.